Bonjour, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité de ce midi. Couvre-feu, interdiction du transport interurbain. Les citoyens protestent contre les nombreuses restrictions dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Des heurts hier à Touba et dans d'autres localités, des contestations inévitables, affirme le sociologue Ali Khoudjadjaou, qui invite les autorités à décrypter le message des manifestants. Il sera notre invité. Le vice-président de l'ASCOSEN, lui, dit son opposition à la levée de l'interdiction du transport interurbain. Il y a des risques réels de propagation du virus. La pandémie, le point quotidien à suivre dans cette édition. 96 contaminations, dont 16 issues de la transmission communautaire, les 13 à Dakar, 3 à Touba, le Sénégal proche des 4000 cas. Puis nous parlerons également de cette convocation du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, à la police. C'est dans le cadre du litige sur le littoral. Nous aurons les précisions dans cette édition. Dakar, Bamako ferroviaire n'existe plus. Les chemins de fer du Sénégal s'installent et créent un nouvel espoir chez les cheminots dans l'attente de la relance des activités et du règlement du passif social. Babacar Ndao nous donne plus de précisions dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. 96 cas positifs enregistrés ce jour, dont 16 issus de la transmission communautaire, les 13 à Dakar, 3 à Touba, 17 cas graves en réanimation, 109 guéris ce jour. Le Sénégal approche la barre des 4000 cas. Voici les précisions de la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Ce mercredi 3 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1549 tests réalisés, 96 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 80 contacts suivis par nos services, 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Touba 3, Liberté 1, Mbao 1, Rufisque 1, Keur Massar 1, Parcelles Assainies 1, Yeumbeul 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3 1, Yoff 1 et Amitié 2 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3932 cas ont été déclarés positifs, dont 2063 guéris, 45 décédés et donc 1823 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé, qui faisait le point quotidien. 96 nouvelles contaminations recensées, dont 16 issues de la transmission communautaire, les 13 à Dakar, 3 à Touba, où les jeunes ont violemment manifesté hier contre le couvre-feu. Les manifestations pour exiger donc la levée de ces restrictions. Une réaction normale. Le couvre-feu commence à peser sur les activités socio-économiques, sur la conscience des Sénégalais et des Sénégalais fatigués qui ont exprimé ainsi leur colère. L'État doit décrypter le message des manifestants, affirme le sociologue Ali Khoudjadjaou, l'invité de ce 12h, extrait de l'entretien qu'il a accordé à El Malick Ndiaye. Oui, sur le plan strictement humain, c'est des réactions que nous comprenons et qui sont très normales, j'allais dire. Alors, sur le plan humain, évidemment, le couvre-feu commence à peser sur le mental des populations. Le couvre-feu commence à peser sur les activités socio-économiques, qui sont des activités extrêmement importantes dans la vie d'une nation. Sur le plan strictement humain, les jeunes ont envie d'aller travailler, parce que le travail est source de bonheur et de positivité. Mais sur le plan strictement humain aussi, il ne faut pas arrêter l'activité économique. Alors, le couvre-feu qui dure à peu près 2 à 3 mois commence à peser sur la conscience des citoyens, sur la conscience des travailleurs, sur la conscience du peuple sénégalais. Ce qui fait que cette rébellion-là qu'on a notée de part et d'autre sur l'étendue du territoire national est une réaction normale que tout le monde devrait comprendre, n'est-ce pas? Les gens sont fatigués, les gens sont excédés, les gens sont ressentent comme une épée de Damoclès qui pèse sur leur épaule.
ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, l'activité économique semble être au ralenti et les ressources ne sont pas là. Donc il est normal, n'est-ce pas, que des gens réagissent. Maintenant, il faut comprendre, n'est-ce pas, le sens de cette réaction et il faut comprendre le message que ces jeunes-là ont envie de lancer au président de la République. Est-ce que la manifestation est la seule solution pour dire non? La manifestation n'est pas la seule solution pour dire non. Mais vous savez, comme vous et moi, que la jeunesse est souvent synonyme de spontanéité. La jeunesse est synonyme de rébellion. La jeunesse est synonyme de ce que nous comprenons tous. Nous avons tous été jeunes avant d'être adultes, n'est-ce pas? Ce qui fait que pour un jeune, la première réaction, qui paraît normale à ses yeux, c'est de se rebeller contre un ordre qui est établi et qui n'entre pas dans ces schémas. Maintenant, il faut simplement savoir raison garder, savoir parler à ces jeunes. Ali Khoudia, sociologue, l'invité de ce 12h, vous l'entendrez plus largement à la fin de cette édition. Il analyse les violentes manifestations enregistrées hier à Touba, Thiès, mais également à Tambacounda. Retenez que 6 cas ont été détectés à Touba et Diourbel, et puis de nouveaux cas de Covid-19 à Koki et Darou Mousti. La région médicale de Louga a annoncé de nouveaux cas de Covid-19, un à Koki, un autre à Darou Mousti. À Koki, une femme âgée de 38 ans a été contaminée par un patient dont le test positif a été annoncé mardi, selon le médecin-chef de la région, repris par APS. Le second cas recensé à Darou Mousti est issu de la transmission communautaire. Les 2 tests proviennent d'un total de 77 qui ont été effectués hier mardi. Et puis l'APS qui nous informe d'un décès suspect d'un enseignant à Foundiougne. Un enseignant âgé de 43 ans est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à son arrivée au centre de santé de Foundiougne. Il s'est rendu nuitamment au centre de santé en provenance de la commune de Mbam, une commune située à quelques kilomètres de celle de Foundiougne. Le jeune enseignant serait originaire de Diouroup, une commune située dans le département de Fatick. Des prélèvements ont été effectués, envoyés à l'Institut, au laboratoire mobile de l'Institut Pasteur déployé à Touba, et les investigations pour identifier son itinéraire sont en cours. Par ailleurs, l'APS nous informe toujours que 2 cas suspects ont été signalés dans la commune de Diofior chez un enseignant de retour de Dakar, et à l'hôpital régional de Fatick chez une jeune dame qui n'aurait pas voyagé récemment. Interdiction justement du transport interurbain. Les transporteurs exigent depuis peu la levée de l'interdiction du transport interurbain, une exigence des transporteurs. C'est le meilleur moyen de propager davantage le virus. C'est la réaction du vice-président de l'OSCASEN, Mohamed Sissé, qui dénonce également les violences notées ça et là pour exiger la levée des restrictions. L'écoute avec Rapsaïl Manoual. Pour la levée d'interdiction du transport interurbain, nous nous opposons parce que il y a des villes ou des villages qui n'ont pas encore des cas. C'est-à-dire que le virus n'a pas infecté ces populations-là. Il y a des villes ou des grandes villes qui ont été infectées. Maintenant, transporter une personne d'un point A vers un point B permet de véhiculer le virus à travers le pays. Et notre système sanitaire ne peut pas supporter un embrasement généralisé du virus à travers les populations. Ce qu'il faut, cependant, malgré l'encadrement qu'il prône avec les mesures barrières, port de casque, lavage, il est très difficile de pouvoir encadrer les usagers du transport durant un trajet de A vers B. J'entends par là les Yegel à Waché. Cependant, c'est un secteur très éclaté. Je parle du transport interurbain. Ce qui veut dire que l'administration et surtout le ministre en charge de l'aide alimentaire doit faire le focus sur les gares routières. Le plus rapidement possible, ces transporteurs doivent recevoir leur kit au complet le plus rapidement possible afin de pouvoir souffler. S'ils arrivent à souffler pendant un mois, je crois qu'on va combattre ce virus et on n'en parlera plus. C'est un secteur difficile et il est possible d'orienter l'aide alimentaire vers les gares routières qui ont été ciblées et font partie des personnes vulnérables. Donc, attendre 3 mois, ce n'est pas raisonnable. Maintenant, nous pensons
qu'il est plutôt raisonnable de faire le focus sur l'aide alimentaire à direction de ces gens-là et ne pas céder à la pression pour que l'interrégional soit encore fonctionnel au moment où la pandémie est là et les contacts et les morts augmentent. Après les violentes manifestations hier à Touba Mbacké, le bilan ce matin. Toutissé, bonjour. Bonjour Issegna. Il y a eu plusieurs arrestations et des dégâts matériels. Oui, exactement. 38 personnes ont été interpellées hier nuit par les éléments de la police de Mbacké. Du côté de Touba, on est en train de voir pour savoir le nombre de personnes arrêtées parce que, comme vous l'avez dit, hier nuit, toute la population, en particulier les jeunes, étaient dans la rue, aussi bien à Touba qu'à Mbacké. Et actuellement, les dégâts sont là partout dans les rues. Ce que l'on aperçoit, ce sont des pneus sur les routes, mais également des tas d'ordures parce que les jeunes n'avaient rien laissé à leur passage. Toutes les tables, les chaises des vendeuses qui étaient sur les différents axes ont été brûlées. Les éléments des sapeurs-pompiers n'avaient peut-être pas tous les moyens qu'il faut pour éteindre les pneus qui ont été brûlés parce que ces mouvements étaient notés dans beaucoup de quartiers de Touba. Et c'est une situation, il faut le dire, qui a été déplorée par bon nombre de citoyens. Et il faut aussi dire que les jeunes ne se sont pas limités à brûler des pneus, mais également à détruire des édifices publics. C'est le cas de l'agence de la Sénélec de Darou Khoudoss. Ils ont également brûlé une ambulance devant le centre de traitement du coronavirus, une situation que beaucoup de personnes ont déplorée parce qu'une ambulance ne devait pas être la cible de ces manifestants. Il faut également dire, Issegna, que les manifestants ont également attaqué la station locale RFM de Mbacké et le cadre de concertation des journalistes a fourni un communiqué pour déplorer cet acte de vandalisme et exige l'ouverture d'une enquête afin que les auteurs puissent être arrêtés. Donc c'est ce qu'on peut retenir par rapport à ce mouvement qui a été noté hier nuit. Et il faut dire que précédemment, dans la journée, il y avait également de jeunes chauffeurs qui étaient dans la rue pour donc dire qu'ils ne peuvent plus travailler à cause du couvre-feu. Et beaucoup de personnes également ont été arrêtées par les éléments de la police Issegna. Merci beaucoup Touti Sey, des jeunes qui ont violemment manifesté hier à Touba Mbacké pour exiger la levée du couvre-feu. Le Khalife général des Mourides a dû faire une intervention pour ramener le calme. L'association islamique pour servir le soufisme exige également la levée de l'état d'urgence pour permettre aux Sénégalais de reprendre les activités économiques, notamment les acteurs de l'informel. Thierno Mouride Sadir, un des membres de l'association, interpelle le chef de l'État. Le gouvernement doit revoir la stratégie de riposte. On l'écoute avec Ndeye Mariam Ndiaye. Vous savez, cette maladie qui est d'un virus qui mute et qui a du mal quand même à exprimer toute sa dangerosité au niveau de l'Afrique, ce qui est un bienfait divin. Parce qu'elle a quand même fait des ravages en Europe, en Amérique, etc. Donc, mais par rapport à la mutation du virus, on a eu beaucoup de chance. Donc, il est temps que le chef de l'État revoie les mesures qu'il a prises par rapport à ce virus et en l'adaptant en fait aux réalités de notre pays. Parce que le Sénégal est un pays qui n'assiste pas socialement son peuple. Les gens sont presque livrés à eux-mêmes. Donc, quand vous laissez les gens dans cette situation-là et qu'ils ne puissent plus se déplacer, effectuer leurs activités normalement, surtout que l'ensemble ou la majeure partie de ces gens sont dans le secteur informel, vous les mettez dans une situation plus dangereuse que celle du Covid-19. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont confrontés à des problèmes de santé autres que le Covid. Ils sont confrontés à d'autres problèmes liés au fait qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, et il y a la phobie maintenant d'aller dans les hôpitaux. Ce qui s'est passé à Touba hier est un fait inédit, totalement inédit, qui n'a jamais eu lieu dans cette ville sainte où les gens ont l'habitude vraiment de pouvoir quand même encaisser beaucoup de choses. Donc, si ça a commencé à Touba, c'est que c'est vraiment excessif. Et il faudrait vraiment que le chef de l'État puisse revoir avec ses techniciens de la santé
et son ministre de l'Intérieur les mesures à prendre et les mesures d'accompagnement qui vont permettre aux gens de pouvoir reprendre leurs activités. Et puis, suite à ces manifestations de colère pour réclamer la fin du couvre-feu, des Dakarois réagissent. Aucune violence ne doit être cautionnée ni tolérée, a dit Fatou Bari. Des jeunes qui manifestaient nuitamment pour réclamer la levée de l'état d'urgence, brûlant pneus, troncs d'arbres et même biens publics. Les images filmées dans plusieurs localités du pays ont fait le tour des télévisions et de la toile entre hier soir et ce matin. Des actes injustifiés selon ces citoyens. Je suis contre avec les manifestations parce que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon pour notre pays. Moi, je suis toujours contre la violence. À l'origine de cette vague de colère qui a envahi majoritairement des jeunes du pays, couvre-feu et restrictions imposées notamment sur le transport afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Après plus de 2 mois de pratique, certains disent stop, semblant même appuyer les manifestants d'hier nuit. Quand tu veux qu'on apprenne à vivre avec le virus, donc il faut nous donner ces opportunités-là. Nous, au Sénégal, ce qu'on connaît, c'est tout juste pour donner la dépense quotidienne, tu sors, tu règles ça, et puis tu reviens à la maison. Voilà, système Gorgorlo. Donc là, tu ne peux pas nous dire, apprenez à vivre avec le virus. Après là, tu nous dis qu'à 20h ou bien 22h, vous allez devoir aller vous coucher. C'est pas normal, ça. Mais à côté, d'autres prennent le contre-pied et souhaitent le renforcement des mesures restrictives. J'aimerais qu'on augmente ça. Parce que avant, il y avait beaucoup d'agressions, il y avait beaucoup d'accidents. Donc ça nous arrange quelque part. Ce monsieur, lui, joue le modérateur et apporte sa contribution. La révision générale, le système, c'est mondial. Face au dilemme de la levée ou non de l'état d'urgence, les autorités sont appelées à trancher à l'heure où le coronavirus progresse rapidement, mais sûrement dans le pays. Adi Fatou Bari, il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est à travers le respect des gestes barrières, explique le docteur Oumar Konaté, directeur de la clinique Cœur Marie. Il répond aux questions d'Aïssatou Gueba. C'est vrai, on doit insister sur les mesures barrières. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. À la limite, on va développer une bonne immunité par rapport à ce virus-là. Et ce sera comme les autres maladies, comme la grippe, comme donc les autres maladies. Et quand on va poser le diagnostic, comme la grippe, on va mettre un traitement. Quand est-ce qu'il va disparaître? Dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Personne ne peut vous dire. Essentiellement, au Sénégal, en Afrique, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'en Europe. À la limite, je peux dire qu'on est favorisé par rapport aux Européens à cause de notre climat. On a un climat assez clément, avec le soleil, avec la chaleur, donc qui tue facilement les virus. Et en deuxième position, on a une population jeune. Notre population a plus de 70%, les gens ont moins de 30 ans. En Europe, près de 70%, c'est une population qui est vieille. Donc, c'est cette vieille population-là qui est exposée. C'est ça qui nous met en pôle position donc par rapport donc aux autres nations. Sud FM, l'info, c'est ici. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, au commissariat du Point E, il est entendu dans le cadre d'une plainte pour association de malfaiteurs, plainte déposée contre ces agents qui auraient brutalisé des ouvriers sur le site objet d'un litige. Une mobilisation est d'ailleurs notée aux abords du commissariat où nous retrouvons Babacar Sam. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, bonjour Adiaïs, comme vous l'avez dit, initialement convoqué à partir de 10h30, comme l'avait annoncé donc son chargé de communication, le maire de Mermoz Sacré-Cœur est arrivé sur les lieux à exactement 11h21. Je suis justement avec son chargé de communication, Pape Conré. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, est aujourd'hui donc au commissariat de Point E. Hier, il était donc à la section de recherche de Colobane, aujourd'hui ici à la police de Point E. Quel est l'objet de sa convocation aujourd'hui? Bon, cette convocation rentre tout simplement dans ce film, je l'appellerais même ce théâtre visant à chercher à le ridiculiser, à l'effrayer, à l'anéantir.
que bon, vous étiez au courant qu'hier, il était à la section de recherche de Colobane pour répondre à la convocation de la gendarmerie. Aujourd'hui, il est convoqué au commissariat donc, du Point E sous prétexte que ces agents, je dis bien donc les agents avec qui il était, parce que il faut le dire, c'est des agents de la mairie et pas des nervis. Ils sont payés par la mairie et ils s'occupent en quelque sorte de la voirie. Ont dû brutaliser donc des personnes qui travaillent sur ce site. Et moi, je pense qu'aucune autorité, je dis bien aucune institution plutôt, disons que la mairie, comme tout le monde le sait, est une institution de l'État, ne va intervenir dans une zone qui fait partie en quelque sorte donc, de ses prérogatives et qu'il y ait des personnes qui cherchent à résister ou bien même à en quelque sorte de batailler avec cette institution que représente donc le maire de Barthélémy Dias. Mais hier, il paraît qu'il y avait des altercations entre les agents de la mairie et les ouvriers. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y avait des altercations parce que les agents de la mairie qui étaient là-bas, ils étaient juste venus pour faire leur travail. Maintenant, si ces personnes qui étaient en train de construire sur le site respectaient l'autorité, si ces personnes respectaient donc l'institution qu'est la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, ils allaient tout simplement s'exécuter au lieu d'être là à chercher donc la poêle de la bête. Depuis janvier, vous avez donc annoncé l'arrêt de ces travaux. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour agir? Comme vous l'avez si bien dit, depuis janvier, nous n'avons même pas annoncé. Le mois de janvier, nous étions sur ce même site pour arrêter les travaux qu'il y avait. Quand les mêmes personnes, les mêmes agents ont arrêté les travaux qu'il y avait. Aujourd'hui, nous ne savons pas par quel miracle ces personnes continuent à le faire. Donc voilà, nous ne savons pas s'ils sont protégés ou bien même s'ils sont des intouchables. La semaine dernière, nous avons aussi envoyé donc les agents de la voirie pour refaire donc la même chose, c'est-à-dire arrêter ces travaux. 2 jours, voire 3 jours plus tard, ils recommencent. Et cette fois-ci, ça a été le maire Barthélémy Dias en personne qui a intervenu donc sur le site. Voilà, merci beaucoup, Papa Konaté. Je vous rappelle qu'il est le chargé de communication du maire de Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, aujourd'hui ici à la police de Point-E pour être entendu sur cette fameuse affaire donc du site du de ces fameuses sites donc qui est situé sur le littoral, objet de litige aujourd'hui entre la mairie et donc une entreprise privée. Il y a une forte mobilisation également ici devant le commissariat du Seigneur. Merci beaucoup Babacar Samb. Scandale foncier également à Guinaw Rail. Un collectif de conseillers municipaux accuse le maire d'avoir illégalement octroyé des terres de la commune à des promoteurs. Le maire clarifie. Pape Diamédian affirme qu'il s'agit d'un projet de la mairie. Il nous explique. On l'écoute au micro de El Hadj Moussa Dia. Sûr et certain, la main dans le Coran, qu'ils n'ont même pas 10 conseils qui sont contre le projet. Ça, c'est sûr. Ils n'ont même pas 10 conseils. Ils ne peuvent pas mobiliser 10 conseils qui sont contre ce projet. Et ce qui est désolant, c'est que ceux-là qui disent que sont contre ce projet, c'est les éternels absents du conseil. C'est cela. Personne ne pourra te dire qu'il a assisté à 3 réunions de conseil municipal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le libérer, de l'arrêter, me permet de faire de telle sorte que ces sites soient du domaine de la commune. Et en même temps, la même délibération me permet d'aller chercher des partenaires pour abriter des projets sociaux, collectifs, communautaires en vue de renforcer les capacités de la commune. C'est ça en soi. Et puis, mise sur pied de la société ferroviaire, les chemins de fer du Sénégal en lieu et place de DBF, et les cheminots approuvent et souhaitent leur implication pour la relance des activités. Ils vont veiller au règlement du passif social, Babacar Ndaw. Les chemins de fer du Sénégal remplacent DBF, fin d'une transition de 4 années, longtemps attendue par les travailleurs. Mambaye Tunkara, au nom de l'intersyndicale des travailleurs des chemins de fer du Sénégal. Depuis la rupture de la concession, DBF n'avait pas tous les moyens juridiques et financiers qui pouvaient lui permettre de réaliser sa politique. Heureusement, aujourd'hui, le processus est en plein, parce qu'aujourd'hui, avec la création des chemins de fer du Sénégal, l'entreprise aura tous ses moyens juridiques et financiers
pour lui permettre de trouver maintenant une relance définitive de l'activité. Pour le président de l'intersyndicale des travailleurs, il faut vite corriger les blocages antérieurement notés. Le ministre nous avait bien rassuré que DBF allait migrer vers la nouvelle société. Nous ne pouvons qu'être confiants, espérant qu'on va éviter cette fois-ci les syndromes de Transrail, de la privatisation de Transrail. Le règlement du passif du social préoccupe également les cheminots des chemins de fer du Sénégal, Mambay Tunkara. C'est là même où nous interpellons les autorités. Cette fois-ci, vraiment qu'on trouve une solution définitive au règlement du passif de Transrail, de DBF et même du régie des chemins de fer, parce que la société des chemins de fer va hériter les passifs et actifs des régies des chemins de fer, de la SNCS et de Transrail. Donc moi je pense que c'est le moment, à fin de compte, pour trouver une solution définitive à tous ces problèmes. Aujourd'hui, vous avez vu vraiment la situation difficile des retraités de DBF qui réclament le reversement de leurs indemnités de départ à la retraite depuis bientôt 2 ans. Au niveau de l'IPRES, il y a des irrégularités liées au reversement des cotisations sociales. Au niveau de la caisse de sécurité sociale, idem. Donc moi je pense que c'est le moment, en fin de compte, de trouver une solution définitive, mais aussi d'inscrire un programme de reprise de l'activité en attendant de migrer vers le nouveau schéma institutionnel. En attendant le nouveau schéma institutionnel, les travailleurs de la nouvelle société ferroviaire souhaitent plus d'implication. Babacar Ndaw, Sud FM. Sud Midi. L'invité. Ali Khoudia, sociologue, est l'invité de ce midi. Il répond à El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec le sociologue Ali Khoudia. Bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Comment peut-on expliquer ces manifestations contre le couvre-feu hier dans certaines localités du pays? Oui, sur le plan strictement humain, c'est des réactions que nous comprenons et qui sont très, très normales, j'allais dire. Alors, sur le plan humain, évidemment, le couvre-feu commence à peser sur le mental des populations. Le couvre-feu commence à peser sur les activités socio-économiques qui sont des activités extrêmement importantes dans la vie d'une nation. Sur le plan strictement humain, les jeunes ont envie d'aller travailler parce que le travail est source de bonheur et de positivité. Mais sur le plan strictement humain aussi, il ne faut pas arrêter l'activité économique. Alors, le couvre-feu qui dure à peu près 2 à 3 mois commence à peser sur la conscience des citoyens, sur la conscience des travailleurs, sur la conscience du peuple sénégalais. Ce qui fait que cette rébellion-là qu'on a notée de part et d'autre sur l'étendue du territoire national est une réaction normale que tout le monde devrait comprendre, n'est-ce pas? Les gens sont fatigués, les gens sont excédés, les gens sont ressentent comme une épée de Damoclès qui pèse sur leur épaule. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. L'activité économique semble être au ralenti et les ressources ne sont pas là. Donc, il est normal, n'est-ce pas, que des gens réagissent. Maintenant, il faut comprendre, n'est-ce pas, le sens de cette réaction et il faut comprendre le message que ces jeunes-là ont envie de lancer au président de la République. Est-ce que la manifestation est la seule solution pour dire non? La manifestation n'est pas la seule solution pour dire non. Mais vous savez, comme vous et moi, que la jeunesse est souvent synonyme de spontanéité. La jeunesse est synonyme de rébellion. La jeunesse est synonyme de ce que nous comprenons tous. Nous avons tous été jeunes avant d'être adultes, n'est-ce pas? Ce qui fait que pour un jeune, la première réaction, qui paraît normale à ses yeux, c'est de se rebeller contre un ordre qui est établi et qui n'entre pas dans ces schémas. Maintenant, il faut simplement savoir raison garder, savoir parler à ces jeunes, n'est-ce pas, en utilisant les relais communautaires, n'est-ce pas? De plus en plus, il faut que l'État consent à transférer la gestion de cette épidémie à la communauté. Et c'est ce que l'État est en train de faire progressivement. Cette gestion des épidémies-là peut être transférée à la communauté par le biais des relais communautaires qui vont parler à cette jeunesse-là, qui vont parler à ces jeunes. Si vous prenez le cas de Touba, le cas de Tivaouane, le cas dans les autres localités, il y a des personnes habilitées, des personnes que cette jeunesse-là respecte et qui peuvent valablement porter le bon message, peuvent porter la bonne morale à ces jeunes-là pour leur dire que ce couvre-feu-là est une nécessité absolue si on veut demain que tout le monde reprenne ses activités. Leur faire comprendre que ce couvre-feu-là n'est pas un barrage à leurs activités, mais c'est plutôt une manière d'organiser la manière de vivre avec ce virus, comme l'a dit le président de la République. Et je pense que partant de cet aspect, de cette méthodologie d'intervention-là, les jeunes peuvent être plus enclins à capter ce message-là et à le respecter. Mais il faut aussi, d'un autre côté, que l'État sache que ces jeunes-là ont envie de travailler et que par conséquent, il faut trouver des plages de convergence pour permettre à tous de pouvoir gérer efficacement cette pandémie. Donc, c'est un problème de méthodologie et d'approche. Il y a un problème de méthodologie et un problème d'approche. Parce que quand vous dites à des gens que le couvre-feu s'arrête à 20h et qu'ils avaient l'habitude, eux, de travailler presque l'essentiel de leurs activités
se faisait dans la nuit. Si vous dites à des gens que le couvre-feu est ramené à 21h, alors que les gens descendent à 18h, 19h et s'empressent tous les jours de rentrer chez eux avant d'être la proie des policiers fougueux, parfois brutal, n'est-ce pas? Je pense que c'est un problème de psychose qui se pose. En général et en réalité, cette jeunesse-là a la psychose, n'est-ce pas, de cette répression-là des forces de l'ordre, s'ils vous trouvent dehors, n'est-ce pas, s'ils vous trouvent dehors par rapport à l'heure du couvre-feu. C'est cette hantise-là de la brutalité policière, cette hantise de freiner les activités économiques qui sont des activités rentables et positives pour nous tous, qui pousse les jeunes parfois à la révolte. Maintenant, une question d'approche méthodologique serait de parler directement aux jeunes sur la base d'un message qu'ils comprennent et sur la base de relais communautaires qu'ils respectent. C'est-à-dire que quand il y a un message, le récepteur doit être en mesure de respecter l'émetteur, mais en plus de comprendre le sens de ce message-là pour pouvoir véritablement le décoder et entrer dans le cadre de l'acceptabilité, n'est-ce pas, de ce message. Et c'est ce qui fait défaut de plus en plus. Lorsqu'on a dit qu'il faut apprendre à vivre avec la maladie, on ne disait pas qu'il faut banaliser la maladie. On ne disait pas qu'il ne faudrait pas respecter les gestes barrières. On voulait simplement dire qu'apprendre à vivre avec la maladie, c'est travailler correctement à vivre avec ces maladies en respectant les gestes barrières, en respectant la méthodologie du travail. S'il le faut de s'aménager des plages de travail et des plages horaires, en réalité, trouver des mécanismes de contournement pour que chacun puisse se retrouver. C'est ça que ça veut dire. Mais apparemment, ce qui se passe, c'est que l'État est très dur avec la jeunesse parce que cette jeunesse-là ne comprend pas le sens du couvre-feu. Cette jeunesse-là ne comprend pas l'arrêt des activités économiques et cette jeunesse-là ne comprend pas que pour vivre avec cette maladie aussi, il faut s'armer positivement. Donc, il y a un problème de méthodologie d'approche, mais aussi il y a une problématique par rapport au message que ces jeunes-là n'arrivent pas à décoder. Dans l'un comme dans l'autre, il faut souligner que les uns et les autres comprennent le sens des mesures qui sont prises par l'État. Quelle doit être l'attitude des jeunes? Mais l'attitude des jeunes, nous le disons toujours, il faut respecter l'autorité de l'État. Ça, c'est la première position qu'il faut comprendre et accepter. Ensuite, il faut trouver des plages de convergence avec l'autorité centrale ou l'autorité locale, en l'occurrence les autorités administratives, préfet, gouverneur, sous-préfet, pour trouver avec eux des solutions locales aux problèmes locaux. Il faut appliquer le principe de subsidiarité qui veut dire que les problèmes locaux doivent être réglés au niveau local. Alors, respecter l'autorité de l'État et ne pas se mettre dans la position de défiance. 2, trouver avec les autorités centrales ou locales des plages de convergence pour que chacun puisse se retrouver dans la gestion de cette pandémie. Et ensuite, permettre à l'État de comprendre la perception que les jeunes ont de ce couvre-feu-là pour réajuster, n'est-ce pas, les mesures qu'il aura à prendre en termes d'assouplissement pour que chacun puisse s'y retrouver. C'est ce comportement-là qu'il faut avoir, mais simplement se comporter en tant que citoyen, c'est-à-dire connaître ses devoirs et connaître ses droits. Et je pense que pour tout problème qui est lié à cette pandémie-là, il y a des mécanismes de gestion des plaintes ou des mécanismes de gestion des revendications liées à cette pandémie. À l'écoute de Diaw, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes sociologue. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam
xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Nos confrères du journal Sud Quotidien n'en ont toujours pas terminé avec cette annulation de dernière minute de la réouverture des classes, un report qui a pris de court les acteurs de l'école. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien sont convaincus que derrière cette décision tardive et non consultative se cachent de grosses lacunes sur le dispositif de préparation et même sur la politique de gestion du milieu éducatif. C'est d'ailleurs l'avis de plusieurs directeurs d'école. En tout cas, la décision de l'État de suspendre la reprise des cours dans les classes d'examen sur l'étendue du territoire national a suscité hier des réactions controversées au sein de la population. Si, du côté des syndicats d'enseignants, cette initiative est le meilleur moyen de parachever les derniers réglages tels que la mobilisation des enseignants dans les établissements, l'achèvement des mesures d'hygiène et de protection prises en amont contre la pandémie et la stratégie de gestion de l'ensemble de ces paramètres chez les parents, l'inquiétude de voir cette année académique invalidée se confirme de plus en plus. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Dakar Times qu'au-delà du ministre Mamadou Talla, il revient au président de la République Macky Sall de déployer une approche communautaire pour réussir la reprise dans tous les secteurs, car vraiment ce n'est pas le moment du relâchement, même dans l'unité nationale. En tout cas, les observateurs avertis sont perplexes et à l'image des autres nombreuses décisions controversées pour lesquelles l'État a fait des reculades spectaculaires, nos confrères de Sud Quotidien sont tentés de se demander si le régime en place dispose réellement d'une stratégie de riposte contre cette pandémie non encore maîtrisée ici au Sénégal après exactement 3 mois de propagation. Et par rapport à cette reprise avortée des cours dans le pays, nos confrères du journal Wa Grand Place nous relatent la déception des enseignants et sans aucune surprise, les syndicalistes réclament la tête du ministre. Et il faut dire avec nos confrères du journal Libération que ces enseignants sont de plus en plus stigmatisés. Par exemple, dans le journal Libération, nos confrères nous racontent l'histoire d'Abdoulaye Ndjour, professeur au lycée de Diawara. Ils racontent que depuis leur retour dans leur lieu de travail, ils subissent une stigmatisation et vivent les pires moments de leur existence. Ils sont d'ailleurs surnommés les Corona. Mis à part les acteurs de l'éducation, il faut aussi dire que les transporteurs eux aussi rencontrent d'énormes difficultés. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent qu'après 3 mois sans travail suite aux mesures restrictives prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus, les chauffeurs sont descendus hier dans les rues dans plusieurs villes et c'était pour exprimer leur colère et demander la reprise du transport interurbain. Et pour mieux se faire entendre, ils ont brûlé des pneus sur la nationale, ce qui a nécessité l'intervention d'un grand renfort des forces de l'ordre. Dans le journal Tribune, nos confrères reviennent aussi sur ces émeutes constatées un peu partout, surtout à Touba, Mbacké, Thiès et Tivaouane. Les chauffeurs se sont rebellés contre l'état d'urgence assorti de couvre-feu. Les transporteurs sont à bout, nous disent nos confrères du journal Le Témoin, et hier, ils ont manifesté à Touba, Ndiassane, Mbacké et même à Tambacounda.
À Touba, c'est le khalife général des Mourides qui est monté au créneau. Serigne Mountakha a lancé un appel au calme. Selon nos confrères du journal Vox Populi, entre la révolte des jeunes, colère des chauffeurs et dépit des enseignants, c'est un cocktail explosif. Et nos confrères du journal Rewmi Quotidien d'ajouter que les premières poussées de colère anti-état d'urgence s'étendent à travers le pays et ça sent un ras-le-bol généralisé. La polémique ne s'est pas estompée concernant le contrat Sénélec-Akilee et à en croire nos confrères du journal Les Échos, il y a la mer à boire dans cette affaire. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Les Échos sont surpris lorsqu'ils ont appris que le conseil d'administration de la Sénélec n'a jamais posé les yeux sur le contrat en tant que tel. Les administrateurs n'ont vu le contrat pour la première fois que le 27 mai dernier et c'est comme ça qu'ils ont su que l'ancien directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé a renoncé à un financement de la Banque mondiale et de l'AFD pour contracter avec Akilee qui était beaucoup plus cher. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal Enquête et dans l'interview qu'il leur a accordée, Aliou Sané signale que Y en a marre s'investit pleinement depuis le début de la crise sanitaire dans la lutte et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont accepté de se rendre au palais présidentiel et d'échanger avec le président de la République. Et le coordonnateur du mouvement Y en a marre qui revient sur cette audience au cours de laquelle ils ont fait diverses propositions à Macky Sall déclare qu'il avait aussi fait plusieurs suggestions mais toutes n'ont pas été prises en compte telles qu'il les avait pensées. Aliou Sané se dit déçu par la tournure que la gestion de cette crise a prise. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nomme ci tube orange ou le tube télécom, c'est que ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, le rappel des titres: couvre-feu, interdiction du transport interurbain, les citoyens protestent contre les nombreuses restrictions dans le cadre de la lutte contre la pandémie des heures hier à Touba et dans d'autres localités. Des contestations inévitables, affirme le sociologue Ali Koudjadjaou, qui invite les autorités à décrypter le message des manifestants. Vous l'avez entendu, il était l'invité de cette édition, alors que le vice-président de l'ASCOLSEN lui dit son opposition à la levée de l'interdiction
interdiction du transport interurbain car il y a un risque réel de propagation du virus. Et puis 96 contaminations dont 16 issues de la transmission communautaire enregistrées ce jour. Le Sénégal proche des 4000 cas. Exit DBF, les chemins de fer du Sénégal s'installent et créent un nouvel espoir chez les cheminots dans l'attente de la relance des activités et du règlement du passif social. Fin de cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programmes sur cette radio. Faire de chaque Sénégalais